Bonjour à tous. Ça me fait plaisir de vous présenter les résultats de cette étude exploratoire aujourd'hui. L'étude comportait deux volets. Un volet technique sur la protection que procure la ceinture de sécurité pour les chariots élévateurs à contrepoids. Ce volet-là a été réalisé par l'équipe de l'Université de Sherbrooke, Denis Rancourt et Geneviève Masson, alors qu'il y avait un volet terrain qui portait plus spécifiquement sur l'aisance d'utilisation de la ceinture de sécurité, qui a été réalisé par Christian Larue et moi-même, avec la contribution aussi de Christian Sirard et Maude Gonella. Alors, j'aimerais spécifier aujourd'hui que nos collègues de l'Université de Sherbrooke ne pouvaient pas être présents et je vais plutôt vous présenter les résultats sur l'aisance d'utilisation tout en rapportant les grandes lignes des conclusions sur le volet protection. Alors, on s'est intéressé à la ceinture de sécurité pour les chariots élévateurs parce que les chariots élévateurs sont utilisés dans plein de milieux de travail. C'est des engins qui sont vraiment très robustes, mais dans certaines situations, ils peuvent devenir vulnérables au renversement latéral. Et quand ça se produit, le cariste, s'il n'est pas retenu convenablement à l'intérieur de l'habitacle du chariot élévateur, il peut se retrouver coincé par la structure du chariot élévateur, causant des mortalités. Alors, en 2008, il y a eu un changement à la réglementation sur la santé et sécurité du travail. À partir de ce moment, il était obligatoire d'équiper les chariots élévateurs en porte-à-faux ou à contrepoids de dispositifs de retenue, comme la ceinture de sécurité, et de maintenir ce dispositif en bon état et de l'utiliser. Donc, notre étude fait suite à ce changement réglementaire-là, mais ça s'inscrit aussi dans la continuité des travaux de recherche pour protéger les caristes. Il y a des projets qui ont été, plusieurs projets qui ont été subventionnés par l'IRSST, notamment un projet qui a été réalisé par Bourret et collaborateurs et qui a permis de voir que la ceinture de sécurité est un bon moyen pour retenir le cariste à l'intérieur de l'habitacle lors d'un renversement latéral. Il y a aussi l'étude de Vezeau et collaborateurs qui nous a permis de mieux comprendre le travail des caristes, donc l'utilisation aussi des chariots élévateurs en entreprise, mais qui a été faite avant même que la ceinture soit obligatoire, donc ils ne portaient pas de ceinture. Il nous restait donc des questions auxquelles on désirait répondre et qui sont devenues nos objectifs de recherche. Alors, ces questions sont: quel type de ceinture équipe les chariots élévateurs? Est-ce qu'il existe des normes de performance sur les ceintures pour assurer la protection des caristes et vraiment dans le contexte d'utilisation des chariots élévateurs? Parce qu'on sait qu'il y a plein de véhicules qui sont équipés de ceintures, mais une automobile n'a définitivement pas une même dynamique de déplacement qu'un chariot élévateur, donc il faut voir ce qui est spécifique au chariot. On voulait essayer de voir aussi quels étaient les effets possibles du port de la ceinture sur le travail des caristes et sur leur confort. Et finalement, voir aussi les caractéristiques qui seraient à éviter ou à rechercher pour favoriser le port de la ceinture. Quelques éléments de définition très simples sur la ceinture de sécurité. On pourrait dire que ça comporte 4 parties principales. La boucle mâle, qui est reliée ici à la sangle. La sangle va être enroulée dans ce qu'on appelle un rétracteur de sangle. Le rétracteur a pour fonction donc d'enrouler les surplus de sangle, mais aussi de stopper le défilement de la sangle pour assurer la protection du cariste. Et finalement, il y a la boucle femelle. Pour le volet méthodologie, d'abord, il y a eu un comité de suivi qui a été formé dès le début du projet, qui s'est réuni à plusieurs reprises en cours de projet, mais aussi pour le volet valorisation. Pour le volet technique ou protection, nos collègues de Sherbrooke voulaient voir les normes qui s'appliquaient plus spécifiquement aux chariots élévateurs et aussi comprendre les fonctionnements de ces ceintures et particularités des mécanismes des ceintures. Donc, ils ont consulté la littérature et aussi Internet. Ils ont fait l'achat aussi de quelques rétracteurs de sangle pour en faire l'examen des mécanismes. Pour le volet aisance d'utilisation qui s'est réalisé sur le terrain, au moyen d'entretien et d'observation, on est allé dans 7 entreprises de secteurs différents. On a rencontré 12 caristes avec des particularités différentes, des superviseurs, donc 7 superviseurs. On a pu étudier 14 chariots élévateurs, équipés de sièges avec des caractéristiques variées, mais aussi des ceintures avec 3 types de rétracteurs. Un rétracteur manuel, rétracteur à blocage automatique et rétracteur à blocage d'urgence. Et ça, j'aurai l'occasion plus tard de vous expliquer comment ils fonctionnent. Finalement, on a pu voir l'utilisation de la ceinture dans l'accomplissement de différentes tâches. Donc, je vous envoie ça en vrac, mais juste pour vous montrer qu'on a quand même pu voir une diversité de situations d'utilisation. Alors, ce qu'on cherchait à documenter dans le volet aisance d'utilisation, d'abord par des entretiens généraux avec les superviseurs et les caristes, c'est de voir l'utilisation habituelle des chariots élévateurs dans l'entreprise,
mais aussi de comprendre comment s'était faite cette transition-là vers l'obligation du port de la ceinture. On a aussi posé quelques questions sur l'historique d'accidents, leur perception par rapport au risque. Compte tenu qu'on passait peu de temps sur le terrain, mais qu'on voulait avoir un nombre suffisant de bouclages, débouclages de la ceinture, on a procédé par simulation pour pouvoir voir ce bouclage-débouclage. Donc, on demandait aux caristes de monter dans le chariot, boucler, déboucler, descendre, et on leur demandait de le faire à 10 reprises. Après ça, on leur posait plusieurs questions sur la facilité d'utilisation de la ceinture. Le dernier volet, c'était de demander à chacun des caristes de partir faire son travail habituel. On avait équipé son chariot élévateur de plusieurs caméras qui permettaient de voir le corps du cariste, donc l'utilisation de la ceinture, et aussi de voir là où il se dirigeait pour pouvoir faire le lien avec le travail à réaliser. Après, on leur posait des questions sur l'adéquation entre la ceinture qu'ils venaient de porter et les tâches accomplies, les inconforts perçus, perception d'être protégés par la ceinture et aussi les améliorations souhaitées. Les résultats maintenant. Concernant le passage au port obligatoire de la ceinture, on avait posé la question au superviseur comment s'était fait le choix de la ceinture et du siège. Ce que presque toutes les entreprises nous ont répondu, c'est qu'ils étaient à la recherche de caractéristiques de ceinture qui leur permettraient de mieux gérer le port de la ceinture. Et donc, ils nous parlaient très peu des besoins, finalement, de l'équipement pour l'utilisateur en tant que tel. Dans une seule entreprise, ils ont monté un comité avec des utilisateurs et ils ont fait le choix d'une ceinture. Ils ont même apporté une modification au siège. Toutes les entreprises ont procédé à peu près de la même façon pour imposer le port de la ceinture, donc une période de sensibilisation, ensuite une période de transition, après c'est l'obligation et le suivi sur l'application. Et dans 2 entreprises, il y avait des tâches ou départements qui n'étaient pas soumis à l'obligation du port de la ceinture. Dans un des cas, c'est parce que le chariot était équipé déjà d'une cabine. Dans l'autre cas, c'était suite à une analyse de risque. On nous a dit que, de façon générale, ça avait été accueilli plutôt difficilement d'être obligé de porter la ceinture. Mais finalement, c'est quand même une question d'habitude, un peu comme pour le port de la ceinture en sécurité automobile. Néanmoins, il y a le tiers des opérateurs qui la portent par obligation, donc ils la trouvent inutile, ils la jugent agaçante. Les raisons pour la trouver agaçante, c'est notamment le fait de devoir parfois monter et descendre fréquemment dans le chariot élévateur ou le fait de devoir faire des tâches qui nous amènent à circuler en marche arrière. Alors, effectivement, monter et descendre dans le chariot élévateur, ça peut devenir fréquent pour certaines tâches. On a vu que ça pouvait représenter jusqu'à 1 fois par 2,6 minutes dans ce qu'on a fait comme observation sur le terrain. Et l'étude de Vezo nous révélait une fréquence similaire, donc il peut arriver que ça soit très fréquent. Je vais vous montrer maintenant un peu comment les caristes s'y prennent pour boucler, déboucler la ceinture. Alors, vous allez remarquer que il utilise ses 2 mains pour boucler et déboucler. Donc, il se sert de ses 2 mains, mais pour boucler, il maintient un jeu dans la sangle parce que le rétracteur rembobine automatiquement la sangle. Pour pouvoir avoir une facilité de bouclage, il doit maintenir un jeu dans la sangle. Alors, ce qu'on a remarqué, c'est pas mal tous les opérateurs vont s'y prendre de cette façon-là pour boucler la ceinture. Vous vous êtes sûrement dit, ça se passe très rapidement. Effectivement, on a fait 145 observations de bouclage et 145 de débouclage. La médiane, c'est 5 secondes pour boucler, 2 secondes pour déboucler. Mais il y a des situations où ça peut devenir plus long, et dans ce cas-ci, dans le maximum, beaucoup plus long. Dans le cas, par exemple, où on va avoir un problème avec le rétracteur de sangle, mais il y a aussi toutes sortes de petites composantes qui peuvent faire en sorte que ça va être plus long. On peut avoir des rétracteurs mal ajustés ou une combinaison de siège et de ceinture qui est plus ou moins optimale. D'ailleurs, en fait, toutes les entreprises nous ont dit qu'ils ont dû changer déjà des ceintures de sécurité en raison de problèmes de rétracteur ou la boucle qui fonctionnait mal. Sur la photo ici, on voit que le rétracteur laisse un jeu dans la sangle, ce qui n'est pas normal dans ce cas-ci. Et ici, on a un exemple de rétracteur qui aurait dû être fixé au centre de l'ouverture. Ce que vous voyez ici, c'est un dispositif de retenue aux hanches. La ceinture vient frotter sur ce dispositif de retenue, donc va mal s'enrouler, il va mal se dérouler. Il y a d'autres caractéristiques qui peuvent faire en sorte que le bouclage et le débouclage sont moins faciles ou plus faciles. On a le type d'attache qui retient la boucle femelle. Donc, sur cette photo ici, vous allez voir que cette attache-là est plutôt souple.
et notre cariste devra la tenir en main pour pouvoir procéder au bouclage. Il ne peut plus retenir un jeu de sa main pour faciliter le bouclage. Alors, ce qui est plus favorable, c'est ce qu'on voit sur les illustrations du bas, une boucle femelle retenue rigidement. Et ce qui est encore mieux, c'est quand c'est retenu rigidement et que la boucle femelle se présente un peu plus vers l'avant du cariste, le côté, l'avant du cariste, de sorte que l'accessibilité est meilleure. Et ça, c'est important aussi quand on porte des vêtements plus amples, comme un manteau d'hiver, ça devient encore plus important. Une évidence, c'est qu'il faut avoir la longueur de sangle appropriée. On a vu dans un cas que la longueur de sangle était tout juste assez longue pour pouvoir se boucler. Donc, il était impossible de maintenir un jeu pour pouvoir se boucler facilement. Et il y a aussi toutes les caractéristiques du siège qui peuvent faciliter ou non ce bouclage. On a un siège ici qui a une retenue aux hanches et ça peut faire obstruction à l'accès aux pièces de la ceinture. Ce qui est favorable, c'est quand on peut avoir des appuis-bras qui vont être abattables. Un autre facteur qui peut rentrer en compte, c'est la largeur du siège. Évidemment, il ne faut pas avoir un siège trop large et des ancrages trop éloignés du corps de l'opérateur, mais quand il se situe très, très à l'arrière de l'opérateur, l'accès devient plus difficile. Alors, sur les photos ici, c'est des exemples de cas d'opérateurs qui ont différents gabarits, mais néanmoins, chacun doit se pencher pour pouvoir avoir accès aux pièces de la ceinture. Encore en lien avec les retenues aux hanches, vous pouvez voir ici que le rétracteur et la boucle femelle se situent du côté externe de ces retenues aux hanches. Normalement, pour pouvoir bien se boucler, la sangle devrait adhérer là, au corps de l'opérateur sur les os du bassin. Quand on a une retenue comme ça, idéalement, il faudrait faire passer la sangle au travers la retenue de part et d'autre. Et ça devient très laborieux, difficile. Donc, des opérateurs vont la faire passer par-dessus la retenue aux hanches, comme on le voit sur la photo du bas. Dans ce cas-ci, c'est sûr que si on a des opérateurs qui sont de petits gabarits, ça peut laisser un jeu qui pourrait peut-être compromettre la sécurité. Un aspect important dans le travail des caristes, c'est d'avoir une certaine mobilité corporelle, particulièrement quand on circule en marche arrière et qu'on doit regarder vers l'arrière. L'étude de Vezeau et collaborateurs avait montré que 30 à 48 du temps de déplacement en chariot élévateur était en marche arrière. Donc, c'est vraiment une part importante du travail. Nous, dans nos observations, on a pu voir que ça pouvait représenter jusqu'à 1 minute et demie en continu. Alors, c'est quand même assez important. Pour pouvoir avoir la vision, il faut donc tourner la tête, il faut avoir aussi une mobilité au niveau du tronc. Mais il y a un opérateur qui nous avait dit, moi, à travers le temps, j'avance en âge et puis j'ai perdu beaucoup de mobilité au niveau cervical, alors je ne suis plus capable de me tourner comme avant. Et là, on comprend que si on peut se déplacer un petit peu sur l'assise, relever la hanche pour se tourner, ça va faciliter les choses. La mobilité, on a besoin aussi pour regarder vers l'avant. On a un mât de chariot élévateur qui obstrue beaucoup la vision et on peut avoir une charge aussi qui peut être volumineuse. Et quand vient le temps de gerber ou de dégerber, donc prendre la charge ou la déposer, les caristes vont se pencher de part et d'autre du chariot pour pouvoir voir. Aussi, ils peuvent avoir à l'occasion besoin d'accès à des objets qui sont éloignés, soit dans la cabine ou pour scanner des étiquettes tout en restant à leur poste de travail, ils ont besoin de cette mobilité. Ça m'amène à vous parler des rétracteurs parce qu'ils sont très importants pour la mobilité, mais ils ont leur importance aussi pour la sécurité, pour le confort et aussi pour la facilité de bouclage et débouclage. Donc, le premier type de rétracteur que je vous présente, c'est à blocage automatique. C'est vraiment le type de rétracteur qu'on a vu sur le plus grand nombre de chariots dans les entreprises. Son fonctionnement, c'est qu'il enroule tout surplus de sangle sans l'intervention du cariste. Alors, la sangle va rester bloquée en tout temps. Pour mettre la ceinture, bien, il faut d'abord que la sangle ait été vraiment toute rentrée complètement dans le rétracteur. Après ça, il faut la tirer, mais d'un geste vraiment continu. Si on arrête notre mouvement, qu'on fait un petit retour en arrière, elle reste bloquée, il faut la rembobiner complètement dans le rétracteur pour la tirer à nouveau. Alors, ça aussi, ça peut devenir un peu laborieux. Par contre, quand on regarde la sécurité qu'offre ce type de rétracteur-là, bien, c'est bon en tout temps parce que ça reste toujours bloqué. Ça a la propriété de se resserrer constamment sur l'utilisateur. Alors, s'il y a une compression du coussin et que le corps de l'utilisateur se trouve à être rapproché des deux ancrages de la ceinture, bien, il peut y avoir finalement un resserrement sur le corps de l'utilisateur. À partir du moment où le coussin n'est plus compressé, bien, l'utilisateur va se trouver
plus coincé dans son siège. Alors, on comprend que ça laisse pas de jeu beaucoup pour bouger dans cette situation-là et que des inconforts ont été mentionnés concernant ce type de rétracteur. Deuxième type de rétracteur, c'est manuel. Donc, dans ce cas-ci, ça va être le cariste qui va déterminer la longueur de sangle qui va sortir du rétracteur. Il va appuyer sur le petit bouton rouge qu'on voit sur la photo, il ajuste sa sangle, il relâche le bouton et là, la sangle va rester bloquée en tout temps à la longueur qui a été choisie par le cariste. Un cariste qui devra descendre de son chariot puis remonter dans son chariot, normalement n'aura pas à rajuster la longueur de la sangle. Du point de vue de la sécurité et du confort, de la mobilité corporelle, on comprendra que ça va dépendre de la longueur de sangle qu'aura choisi le cariste. On estime qu'un jeu maximal de 50 mm laissé dans la sangle serait approprié pour assurer la sécurité. Et puisque la sangle ne se resserre pas automatiquement sur le cariste, ça présente un avantage pour le confort et aussi une certaine petite mobilité pour le cariste quand on le compare surtout au précédent rétracteur. Finalement, on a notre rétracteur à blocage d'urgence. C'est le mode de fonctionnement des rétracteurs qu'on connaît dans l'automobile quand on est au poste de conduite. Ça va ajuster automatiquement la ceinture avec un minimum de tension dans la sangle. Donc, la ceinture va s'enrouler, mais se dérouler au gré des mouvements, sauf s'il y a un seuil qui est atteint pour différents facteurs. Donc, si on dépasse un certain seuil pour l'accélération, décélération du chariot élévateur, l'inclinaison aussi du chariot par rapport à l'horizontale et finalement la vitesse ou l'accélération de défilement de la sangle. C'est un type de rétracteur qui comporte plusieurs mécanismes. Ici, la photo en montre une sorte avec une bille qui se déplace au gré des accélérations qu'elle subit, mais il y a d'autres types de fonctionnement aussi. Donc, au point de vue de la sécurité, pour ce type de rétracteur-là, selon les seuils d'actionnement recommandés par la norme SAE J386, qui est une norme qui s'applique aux véhicules hors route, nos collègues de Sherbrooke ont déterminé que ce serait sécuritaire dans bon nombre de situations de renversement. Par contre, elle pourrait être inefficace dans certaines conditions prévisibles de renversement, particulièrement lorsque ça se fait à basse vitesse. Et ça conviendrait donc mieux dans des chariots qui sont déjà à cabine fermée et qui permettrait au cariste de rester bien en place dans l'habitacle du chariot. C'est le type de rétracteur qui, par contre, va procurer la meilleure mobilité corporelle. Sur la photo, ici, vous allez pouvoir voir notre cariste qui s'est déplacé un peu sur l'assise, qui a relevé la hanche pour pouvoir mieux voir vers l'arrière lors des déplacements en marche arrière. Et évidemment, c'est aussi le type de rétracteur qui va amener le moins d'inconfort chez nos caristes. En résumé, les rétracteurs actuels ne répondent pas simultanément aux critères de sécurité, confort, mobilité de façon idéale. Donc, il faut vraiment avoir en tête que si on a un rétracteur de type manuel, il faut toujours que la sangle soit bien ajustée. Que si on a un rétracteur à blocage d'urgence, il faut l'installer avec une autre forme de sécurité, par exemple dans une cabine fermée. On a vu aussi plus tôt qu'il y avait plusieurs petits irritants qui pourraient être évités si on considère non seulement le type de ceinture, mais aussi comment ils sont installés sur le siège et avec quel type de tâche on va l'utiliser. Donc, une évaluation des besoins et des équipements devrait être faite en collaboration avec les utilisateurs. Aussi, il faut voir à ce qu'il y ait toujours une installation adéquate et un remplacement rapide des ceintures qui pourraient être défectueuses. Et on n'en a pas parlé, mais il serait judicieux de faire un examen de l'organisation du travail pour essayer de voir si on ne peut pas réduire la nécessité de monter et descendre fréquemment du chariot et aussi les déplacements en marche arrière. Limites et portées de l'étude. On est allé dans des entreprises qui étaient très ouvertes à notre présence, qui étaient proactives. On peut se poser la question si le portrait qu'on a dressé était plus positif dans cet échantillon-là que dans la moyenne des entreprises. On a eu la chance d'avoir une bonne diversité de situations, mais on ne les a pas toutes vues parce que les chariots élévateurs sont utilisés dans diverses conditions, donc c'est une limite. On avait aussi un nombre limité d'observations pour les situations qu'on a pu voir. Mais néanmoins, on pense que plusieurs constats qu'on a faits qui pourraient être valables dans d'autres entreprises. Alors, il y a une fiche de prévention qui a été réalisée sous la coordination de Marie-France Damour, qui a également participé à la rédaction, et avec aussi Linda Savoie, qui résume les résultats pertinents de l'étude pour les entreprises. Et également 2 grilles pour passer à l'action. Une grille qui permet aux entreprises
de tracer l'état de la situation sur les chariots qu'ils ont, et aussi une deuxième grille qui permet d'aller vers des options d'amélioration. Finalement, concernant la diffusion, bien, le rapport de recherche et le document de valorisation ont été publiés en français et en anglais. Il y a aussi eu promotion du document de valorisation lors d'événements et promotion par les relayeurs de ce document de valorisation sur leur site, utilisation des grilles dans les formations aussi. Je vous remercie.